et bonjour! Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog et nous sommes le lundi 17 octobre avec un beau lever de soleil en face directement dans mes yeux. Ça fait du bien. Voilà, on entame une nouvelle semaine de lecture ensemble. Cette semaine, pas encore vraiment de plan prévu, quoique dans le dernier vlog, je vous invite d'ailleurs à le visionner si jamais vous voulez en savoir plus. J'ai acquis et emprunté 2 livres qui me font très envie, mais ce sont des livres que j'ai l'impression que je vais lire plus au fur et à mesure, donc un peu comme livre de chevet, donc je vous les montre rapidement. Donc tout d'abord, j'ai acquis le fameux The Revenge of the Librarians de Tom Gold. Donc je l'ai pris en version originale. Tom Gold, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un BDiste qui fait des BD en bande, donc par exemple 3 ou 4 cases égale une histoire. Et puis, dans celui-ci, ça va aborder le monde du livre et de la littérature. Donc, j'ai toujours beaucoup aimé Tom Gold. Puis quand en plus il se lance dans le monde du livre, c'est vraiment cocasse. L'objet livre est vraiment intéressant d'ailleurs. Là, je vous en parlais un petit peu mieux dans le dernier vlog. Donc, celui-ci, je risque de me le faire vraiment en livre de chevet. Et sinon, j'ai l'intention de découvrir également la classe de Madame A de Marie-André Arsenault et Catherine Petit, c'est chez La Bagnole. Et encore une fois, celui-ci, je vais le lire à petite dose. Donc, c'est un récit illustré, donc, disons, un florilège de petits moments que Marie-André Arsenault, en tant qu'enseignante, enseignement secondaire et désormais au primaire, a vécu. Puis, avec les élèves, c'est vraiment une histoire par 2 pages. C'est très, très intéressant à l'intérieur. Là, je vais vous montrer peut-être une planche. Donc, le vrai titre, c'est La classe de Madame A, récits et bricoles du quotidien. Donc, ça vous donne une petite idée. Donc, ces deux-là, ça me tente bien de me les faire en parallèle cette semaine. Sinon, en ce qui concerne la lecture audio, j'ai reçu un avis comme quoi la réservation est arrivée pour un titre qui ne me revient pas. C'est un livre en anglais. Ah oui, c'est le dernier, Elisabeth Acevedo. C'est la version originale, je crois que c'est Clap When You're... Je me souviens plus c'est quoi. En français, je vais vous mettre la petite vignette en anglais et en français. Et puis, dans le fond, c'est l'histoire de 2 jeunes femmes dont la vie va être entrelacée par un accident d'avion et on va apprendre pourquoi. Elisabeth Acevedo, elle est reconnue pour ses romans en vers libre. Ça va être le premier que je vais lire. Donc, je suis heureuse. Là, à moins que vraiment, j'aime pas la narratrice qui le lit dans le livre audio, mais sinon, je vais me le faire en livre audio pour mes déplacements cette semaine. Alors, je vous en reparlerai dès que je peux. Alors, sur ce, allons-y. Soyons prêts à nos livres et on se revoit bientôt. Bye bye! Eh bien, nous voici de retour pour un mini topo post-boulot parce que j'ai pas encore complété de lecture, mais comme discuté, j'avais dit que j'allais commencer le livre audio d'Elisabeth Acevedo qui est en fait Clap When You Land, la version originale de son livre qui est de l'autre côté de l'océan, je crois, en français. Je vous ai mis les vignettes un petit peu plus tôt. Et je vous avais dit, si la narration m'intéresse, je vais le poursuivre. Et puis, écoutez, c'est assez intéressant. C'est un roman en vers libre à 2 voix. Donc, on va suivre vraiment les 2 héroïnes principales qui sont en fait 2 jeunes filles du même âge, est-ce que je comprends, 16 ou 17 ans. Une qui réside à New York et une qui réside en République dominicaine. Et on va les entendre discuter. Là, je vous divulgage rien, en fait, là, après la mort de leur père, qui est mort dans un écrasement d'avion. On comprend qu'un des personnages en sait plus que l'autre sur potentiellement le lien qui unit ces 2 jeunes filles-là. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est pas tant qu'est-ce qu'elles savent exactement, mais comment ça va évoluer. Donc, on a vraiment la journée de la mort du père. On a la journée, après ça, on suit 5 jours après, 10 jours après, puis c'est toujours en parallèle, une voix et l'autre. Donc, c'est vraiment intéressant, des réalités différentes, mais en même temps avec des similitudes de 2 personnes qui sont techniquement étrangères, mais qui, avec la fatalité, se retrouvent à faire face au même grand, à la même grande détresse, à la même grande douleur, dotées d'un côté d'une
d'une notion d'incompréhension ou de déception par rapport à la situation que l'autre n'a pas, alors qu'il y en a une qui habite en République dominicaine, son contexte est quand même plus précaire en termes de lieux où ils habitent, puis peut-être des menaces qui planent autour. Bref, super intéressant. J'en suis rendue à peu près au tiers. Et puis je poursuis ça ce soir sur la route. À l'instant, je poursuis ça à l'instant. Puis je vous en reparle dès que j'aurai terminé. Donc, si jamais ça vous dit, c'est le plus récent d'Elisabeth Acevedo. Je ne sais pas si c'est bien de commencer par celui-là. Je sais que celui pour lequel elle a été vraiment connue, c'est signé Poète X. Mais je ne sais pas s'il fallait absolument commencer par lui. Je pense que chaque livre est vraiment indépendant. Par contre, sa plume est toujours la même. De mon côté, la version audio, les deux narratrices sont intéressantes. C'est sûr que c'est pas évident de lire un roman en vers libre sans que ça fasse scander comme des poèmes ou du slam. On dirait qu'une des narratrices, je n'ai pas vérifié, mais ça se peut même qu'il y en a une qui se soit l'autrice, donc je n'ai pas vérifié. Il y a une des narratrices qui est plus en mode slam, ou en tout cas faire sentir la rythmique des vers libres au lecteur. Ce qui fait que des fois, au début, je trouvais que c'était un peu carré. En fait, c'est le personnage qui est en République dominicaine, Camino, qu'on va suivre avec ce type d'interprétation-là, alors que la personnage qui est à New York, c'est plus fluide, elle va moins s'arrêter pour nous faire comprendre la disposition, parce que les vers libres, ça va pas nécessairement rimer, mais ça peut, souvent ça va être la disposition dans la page qui va faire une différence puis qui va nous donner un peu l'importance. Donc, la transition vers le livre audio n'est pas nécessairement évidente. Donc, je comprends pourquoi une des narratrices a décidé d'y aller en mettant peut-être l'accent justement sur la partie du rythme poétique pour qu'on comprenne un peu mieux. Mais on dirait qu'en livre audio, je ne suis pas certaine que ça soit si intéressant. Mais je me suis habituée rapidement, puis on s'attache vraiment aux deux personnages principaux pour le moment. Donc, je veux simplement savoir comment ça va se dérouler pour elle pour la suite. Puis, c'est vraiment, c'est très remuant au niveau humain. Là, donc, bref, je vous en reparle dès que je peux. À plus tard! Eh bien, bonsoir. Alors, je vous attrape au vol post-fin de lecture en habits confortables automnaux. Pas pré-dodo, là, quand même, mais disons, soirée bien entamée. Pour vous parler de la lecture que j'ai terminée, c'est-à-dire la lecture audio que j'avais en cours, le Clap When You Land d'Elisabeth Acevedo. Et je l'ai fraîchement terminé, puis je suis encore toute remuée, donc je ne sais pas trop comment vous en parler parce que j'ai l'impression que chaque chose que je vais vous dire, je vais divulgacher potentiellement quelque chose. Ça reste quand même que la prémisse, c'est qu'on va y suivre deux jeunes filles, Yahaira qui habite à New York avec sa mère et son père, et Camino qui habite en République dominicaine avec sa tante et que son père vient visiter là, quelques mois par année. Donc, on va suivre leur vie parallèlement. Donc, chaque partie va être associée au nom d'une des jeunes filles qui va être la narratrice pour cette partie-là. Et on va les entendre, dans le fond, évoluer à partir du moment où chacune d'entre elles apprend une terrible nouvelle, c'est-à-dire la mort de leur père dans un crash d'avion. Donc, on va suivre, dans le fond, l'évolution de Yahaira par rapport à ça, comment elle va vivre son deuil avec sa mère, avec sa copine. Puis elle va avoir en plus un grand secret qu'elle ne se sent pas à l'aise dont elle ne se sent pas à l'aise de parler avec qui que ce soit. Et puis, on va également suivre en parallèle Camino, qui vit avec sa tante et puis qui vit dans un contexte particulier, donc en République dominicaine, dans des quartiers un peu plus pauvres, puis où la vie des femmes n'est vraiment pas très évidente si on n'a pas de protection. Donc, dans le sens de quelqu'un qui peut nous protéger vraiment d'un danger qui est bien réel. Donc, je crois que je ne vais pas trop vous en dire plus parce que sinon, j'ai l'impression que ça va vraiment vous le gâcher. Mais dans le fond, ça va vraiment être à hauteur de voix de jeunes femmes. Donc, c'est sûr qu'elles ont 16 et 17 ans, mais ce sont des adolescentes à la frontière du jeune adulte et que le destin va secouer et va forcer à être confrontées à la vie en pleine face, comme on pourrait dire. Qu'est-ce que je pourrais dire au sujet du livre qui pourrait me donner envie de le lire sans trop vous, sans trop vous en dire? La plume d'Elisabeth Acevedo est
vraiment intéressante. Je suis très heureuse d'avoir découvert ce livre-là, donc ce roman en vers libre, en version originale, parce que je crois que peu importe la traduction, qu'elle soit habile ou pas, j'ai l'impression que c'est certain qu'on doit perdre une partie de la valeur et du rythme de cette voix-là, qui est celle de la plume d'Elisabeth Acevedo, lorsqu'on tente de traduire ça. Parce que surtout pour des romans en vers libre, ça veut dire que des fois ça va rimer, d'autres fois pas. Il va y avoir une structure, comment les mots vont être placés, qui vont donner une espèce de souffle au récit. Donc, peut-être que la version française traduite est aussi excellente. Si vous l'avez lu d'ailleurs, je vous invite à m'en parler en commentaire, mais moi je suis bien contente de le découvrir en anglais. Et si jamais vous avez envie de découvrir un livre en version originale, puis c'est dans vos premières lectures, puis vous avez quand même un niveau pas si mal, mais si vous êtes un petit peu peur d'être confronté à un trop haut niveau, celui-là, je crois qu'il peut bien faire fonctionner. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est prenant, des personnages qui sont bien construits, qui sont attachants. L'autrice va amener le lecteur dans tellement de directions à la fois. On va se douter de beaucoup de choses, mais en même temps, l'important, c'est comme pas la destination, on dirait que c'est comme le chemin pour s'y rendre. Donc, comme c'est prenant et tout ça, ben justement, c'est fluide, comment on peut aborder ça, puis faut pas hésiter à lire en version originale. Le niveau de vocabulaire est pas si élevé. C'est sûr que c'est quand même semé de beaucoup de passages en espagnol et qui, moi, en version audio, n'étaient pas traduits. Donc, je parle anglais, mais je parle pas encore très bien espagnol. Je comprenais quand même des bouts parce que, bon, c'est sûr que l'espagnol étant une langue latine, c'est proche du français, mais bon, pas à ce point-là. Donc, moi, ça, c'était peut-être le petit bémol pour ma version audio. J'en avais deux, là. Il y avait celui-là, les passages en espagnol. Peut-être que dans les livres, il y a des petites notes de bas de page qui font la traduction. Puis, je suis contente qu'il ne l'ait pas fait dans la version audio. C'est juste que j'admets que des fois, j'étais un peu déroutée parce qu'on aurait dit que les passages en espagnol, c'était souvent des passages qui étaient empreints d'émotion, donc qui expriment vraiment quelque chose d'émotif et qui venait directement là, du ventre et des tripes. Puis j'aurais aimé ça comprendre, mais des fois, on n'y faisait même pas référence par après. Donc, c'était dur pour moi de comprendre juste avec le contexte qu'est-ce qui avait été dit. Donc ça, c'est un petit bémol, mais je crois que c'est peut-être plus majeur quand on est avec la version audio que moi j'ai eue. Et puis sinon, ben, du côté de la version, encore une fois, c'est plus pour le format. Donc, la version audio, il y avait deux narratrices qui faisaient les voix de chacune des héroïnes. Et bon, il y en avait une que c'était l'autrice Elisabeth Acevedo. Puis je ne sais pas en fait quel personnage elle narrait. Puis comme je vous expliquais, ça s'est maintenu. Je vous disais qu'il y avait une des narratrices qui avait un rythme un peu plus scandé, comme si elle voulait vraiment asseoir le fait que c'était un roman en vers libre. Et puis l'autre, que c'était un peu plus fluide, donc elle devait passer par-dessus les césures peut-être dans le texte pour que ça donne plus un rendu fluide par rapport à l'action. J'admets que j'ai un peu moins de difficulté à m'adapter à la version un peu plus fluide, donc moins roman scandé. Mais au bout du compte, au fur et à mesure de l'histoire, on est tellement pris par ce qui se passe, puis c'est vraiment un roman qui met l'accent sur les émotions en même temps à travers le silence. C'est particulier. C'est un roman où on a toute l'introspection des personnages principaux, mais on se rend compte que la vie de chacun des personnages principaux est peuplée de silence, de non-dits, de grands secrets, d'incompréhension, de deuil, de violence. D'ailleurs, alerte aux sensibilités. C'est pas omniprésent, mais c'est quand même présent. Donc, il ne faut quand même pas oublier ici qu'on parle de République dominicaine dans un milieu défavorisé, puis de New York dans un contexte qui n'est pas nécessairement défavorisé, mais qui peut quand même exposer à certaines situations qui sont plus dangereuses. Donc, on voit vraiment plus la vulnérabilité de jeunes femmes dans certains milieux, soit urbains ou très pauvres, comme en République dominicaine, l'endroit où l'histoire se passe, que c'est pas en général, mais à cet endroit-là. Mais également, étrangement, la force de la femme, autant sa vulnérabilité, mais que ça devient à la limite, c'est capable de bien jongler avec cette dimension-là, une force. Donc, voilà, je ne sais pas si ça fait du sens ce que je vous dis. Mais la lecture est fraîche, puis je crois que j'ai la misère à prendre du recul, mais c'était une superbe lecture.
Je suis vraiment heureuse d'avoir découvert ça. Ça, c'est un des livres que j'avais découvert grâce à BookTube. Donc, merci, communauté BookTube. Et puis, ça faisait longtemps que je voulais découvrir un livre de cette autrice-là. Puis les autres, ils me parlaient pas nécessairement autant. Puis celui-là, ben, on dirait que j'avais comme eu un appel. C'est sûr que ça reste quand même un roman qui met en scène deux adolescentes qui, bien qu'elles vivent des choses terribles, on sent quand même que peut-être que dans la vraie vie, ça ne se serait peut-être pas bouclé de cette façon-là. Mais pourquoi pas? Donc, j'aimerais vous dire que c'est à la fois rugueux et doux, à la fois juste et peut-être rempli d'un espoir un petit peu édulcoré, mais définitivement, c'est quelque chose, je crois, qu'il faut découvrir comme opus. Bon, ben j'arrête de vous parler, parce que ça finit plus, mon enthousiasme débordant. Et puis, bien écoutez, là, c'est dur de sortir de ce livre-là, puis ensuite de se lancer dans une autre lecture. Je ne sais pas trop vers quoi je vais m'en aller. Je crois que je vais peut-être laisser descendre un peu ma lecture pour ce soir, puis je vais peut-être me lancer demain dans le fameux Marie-André Arsenault dont je vais parler au début de ce vlog-ci. Puis sinon, je vais me laisser porter encore une fois. C'est sûr que je me rends compte qu'en fait, souvent mes débuts de semaine, je suis souvent sur le même livre. Puis après ça, plus la semaine avance, puis plus je suis capable d'enchaîner les lectures. Mais on va voir quoi que ça va donner pour cette semaine. Chose certaine, je vais quand même essayer de vivre ma fin de roman correctement ce soir. Et puis ensuite, on verra. Puis je vous en reparlerai bien sûr, comme à mon habitude. Alors, à tout de suite. Et bon jeudi! Alors, je vous fais un petit retour rapide parce que j'ai complété une lecture hier et j'ai entamé un nouveau livre audio, alors me voici. Hier soir, j'ai commencé et terminé finalement dans un seul souffle le fameux livre La classe. Mon Dieu, les reflets aujourd'hui, c'est difficile. Wouhou! Bon, la ring light. OK. C'est le mieux que je peux faire, je crois. Bon, voilà. La classe de Madame A de Marie-André Arsenault et Catherine Petit chez La Bagnole. Donc, j'en avais parlé un peu plus tôt dans le vlog. Et je l'ai commencé et je l'ai dévoré, en fait, finalement. Donc, je pensais le lire peut-être en grappillant, en me disant, bon, peut-être qu'à la longue, ça va devenir un peu répétitif. Puis, oui, c'est un florilège d'anecdotes qui s'étale sur presque une année scolaire. Donc, le remplacement que Marie-André Arsenault a fait en tant qu'enseignante au primaire pendant un moment, alors qu'elle était elle-même enseignante au secondaire. Mais finalement, comme il y a comme une espèce de fil dans le temps, même si c'est une association d'anecdotes, ça donne juste envie de voir qu'est-ce qui va se passer puis comment les élèves dont elle nous raconte un petit peu la vie, les grandes peurs, les grands défis, les grandes victoires, comment ça va évoluer pour eux. Donc, je l'ai vraiment, ça se lit vraiment d'un trait. C'est très agréable. Oui, c'est structure répétitive, mais on ne sent pas du tout, comme je vous disais, là, on n'est pas vraiment... c'est pas irritant du tout, en fait, c'est plutôt touchant. On s'attache complètement aux personnages qui sont mis en lumière dans ce récit-là. Ça nous fait voir aussi l'enseignement d'un autre angle, donc vraiment à quel point, des fois, quand on change de clientèle pour un enseignant, ça peut être quand même déstabilisant parce que les repères que le personnage principal, donc Marie-André Arsenault, avait là-dedans, c'était avec des jeunes du secondaire, donc elle doit s'adapter au primaire. Je pense qu'elle se rend compte qu'elle a beaucoup une place au niveau affectif dans la vie de ces élèves-là, en plus d'être la personne qui leur permet de faire des apprentissages. Donc, mon Dieu, c'est très touchant, c'est très fin. Le travail visuel de Catherine Petit est incroyable. Je pense que ça fait, ces deux-là ensemble, ça fait que ce florilège-là sort de l'ordinaire. C'est-à-dire que, justement, on évite l'espèce d'ennui de la structure répétitive. On est stimulé par les détails. Les dialogues, je vais vous donner un petit exemple ici, là. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais les dialogues sont dans des phylactères. Donc, déjà, en plus, ça rend les choses vraiment dynamiques. La palette qui est, dans le fond,
un accent sur le bleu-violet, même si c'est quand même pas monochrome, là, c'est plus de 3 couleurs, je crois. Mais c'est vraiment intéressant, ça amène comme une ambiance à ce récit-là. Donc, écoutez, je pense que c'est sûr que ça s'adresse, bon, je sais pas dans quoi il a été classé, celui-là. Ah, ils n'ont même pas mis de code, je crois. Je sais pas trop à qui ça s'adresse. Je pense que ça s'adresse peut-être plus aux adultes, donc vraiment un enseignant qui pourrait comprendre un peu la réalité de tout ça, parce que pour l'enfance, c'est vraiment un regard sur l'enfance à hauteur d'adulte, donc c'est sûr que je suis pas certaine qu'un enfant, à part le fait que peut-être qu'il va se retrouver dans certaines des situations, puis que les illustrations sont vraiment géniales, donc ça c'est chouette, mais je suis pas certaine qu'il va comprendre, par exemple, ce qui est mis de l'avant dans chacune des anecdotes, parce que c'est en fait c'est au niveau analyse de l'adulte et de la situation. Mais c'est très touchant. On y voit différentes réalités, des jeunes qui ont des défis particuliers, des jeunes qui ont des petites victoires qui semblent anodines, mais qui deviennent finalement des grandes victoires. À quel point, dans le fond, comme je vous disais, à quel point l'enseignant n'est pas juste un vecteur d'apprentissage, mais aussi quelqu'un qui fait vraiment partie de l'environnement affectif de l'enfant. Bref, j'ai beaucoup aimé. Donc, n'hésitez surtout pas. Je pense que c'est à semer à tout vent. C'est un incontournable sans doute de l'enseignant au primaire. Je pense que ça va faire sourire ou de l'enseignant en général. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire avec ça en enseignant avec la littérature jeunesse. Peut-être avec les cycles du primaire un peu plus élevé, c'est que 3, peut-être, là, 5e, 6e année, peut-être voir est-ce que ça vous dit quelque chose, est-ce qu'on pourrait se bâtir un florilège d'anecdotes un peu qui ressemble à ça, peut-être, là, mais à mon avis, c'est pas vraiment ça le but de ce bel objet. Alors voilà, je vous le recommande chaudement. Et puis, finalement, je me suis... après mon moment d'émotion hier, quand j'ai clos le livre audio de Clap When You Land d'Elisabeth Acevedo, je vous avais dit, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais attendre un peu avant de me prendre un nouveau livre. Puis finalement, j'ai eu une petite illumination ce matin. J'avais quand même en ma pile à lire depuis un bon moment dans les livres de bibliothèque, et donc je vais sans doute falloir que je le rapporte bientôt. Le livre que je vous avais présenté, qui est le premier tome de la série de mystères de Ngaio Marsh. En français, c'est Le jeu de l'assassin. En anglais, le titre, c'est A Man Lay Dead. Et c'est la première fois qu'on va introduire des enquêteurs qui vont revenir par après, je crois, par le fameux Roderick Allen de Scotland Yard. Comme je vous avais dit dans un vlog précédent, je vais quand même vous en reparler un peu parce que ça fait un moment. Ngaio Marsh, c'est quelqu'un qui a précédé Agatha Christie, à moins vraiment que je dise n'importe quoi. Elle est la grande... Non, pas précédée. Ils disent, dès le milieu des années 1930, elle est la grande rivale d'Agatha Christie et la première romancière à voir l'un de ses titres tiré à plus de 1 million d'exemplaires. Donc, voilà. On est quand même dans entre guillemets, la formule whodunit. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut faire penser à Agatha Christie parce que c'est un univers qu'on connaît bien. Ça va être des meurtres, des enquêtes qui vont se boucler à chacun des livres. Puis vraiment le même principe un petit peu d'enquête. Dans ce temps-là, je crois qu'elle se centre sur un enquêteur de Scotland Yard. Mais dans celui-là, je vais quand même vous relire le début de la 4e parce que je vous en avais parlé, ça fait un bon moment. Puis je veux juste vous dire que, en fait, ça fait vraiment penser à plusieurs intrigues qu'on a vues chez Agatha Christie. Puis là, je fais pas aucun lien d'autre à part qu'ils baignaient dans le même milieu, le même contexte historique. Donc, c'est pour dire que deux femmes qui ont décidé d'écrire des romans policiers à cette époque-là pouvaient finalement en venir à quelque chose qui avait des similitudes. Donc, celui-là, ça commence par 6 invités sont conviés par un excentrique collectionneur d'armes à participer à une murder party. Oui, les Français et leur non-traduction. Donc, à une murder party dans sa propriété campagnarde. Seulement, c'est un véritable cadavre qui est retrouvé à l'issue du jeu de rôle. Ça dit que ça a paru en Grande-Bretagne en 1934 et que, oui, c'est ça. Donc, c'était la première enquête de Roderick Allen. Donc, je trouve que la 4e en dit quand même beaucoup, mais enfin, bon, jusqu'à maintenant, ça se passe bien. En effet, ça met bien en place les choses. Le côté 6 invités sont conviés par un excentrique collectionneur d'armes à participer à une murder party. Ça me faisait quand même un peu penser à l'intrigue d'Agatha Christie, carte sur table. C'est pas exactement ça. Mais M. Chaitanya qui invite 4 potentiels meurtriers avec 4 potentiels limiers à jouer aux cartes chez lui et qui, dans le fond, dès les premières pages, on va retrouver l'autre, en fait, assassiné. Donc, c'est pas ça qui se passe ici, mais on sent que c'est un peu le même principe. On invite des gens pour une fonction en particulier et puis finalement, il se passe un meurtre.
Puis, on sent que les gens n'ont peut-être pas été invités pour rien. C'est-à-dire que celui chez qui ça se passe, semblerait-il, dans ce qu'on dit au début, c'est que lorsqu'il invite quelqu'un chez lui, il s'attend à ce que cette personne-là ait envie de la réinviter plusieurs fois. Donc, je ne sais pas si ça a un lien, est-ce que c'est quelque chose de volontaire, mais bref, tout ça fait vraiment penser à l'univers d'Agatha Christie. Jusqu'à maintenant, on a suivi un des personnages pendant une partie, le début, un des personnages, un des protagonistes, Nigel, qui est un journaliste. Donc, c'est par lui, dans le fond, que l'histoire est racontée. Puis là, ensuite, quand le meurtre a lieu, puis que Roderick Allen, l'inspecteur de Scotland Yard, arrive, c'est comme lui qui... Il y a des parties que ça va être lui, dans le fond, on dirait qu'il va narrer. Là, moi, je l'ai en livre audio, fait que je ne sais pas comment c'est fait dans le livre. Non, je pense que c'est pas indiqué, mettons, un chapitre Nigel, un chapitre Roderick Allen. Donc, c'est vraiment... on s'adapte au changement de narration. Mais voilà, jusqu'à maintenant, je vous dirais, j'en suis à la page 91 sur 270. J'ai lu un peu plus du tiers. Puis ça me plaît bien. Jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que dès le départ, je soupçonne déjà beaucoup de choses. Donc, j'avais déjà pas mal, dans le fond, ben tu sais, là, ils le disent dans la quatrième, puis moi, je l'avais pas lu, là, mais j'avais quand même d'emblée senti qui allait être la personne qui allait être tuée. Puis, on a beaucoup de pistes, puis c'est sûr que c'est des personnages très archétypaux. Là-dedans, faut pas se surprendre. Il y a le personnage du majordome russe et du professeur d'origine russe. C'est quelque chose qui était aussi présent dans la littérature d'Agatha Christie, l'espèce de préjugé dans le fond, la personne qui vient de l'Europe de l'Est et puis qui a un accent, puis qui est beaucoup lié souvent au monde scientifique, puis à des choses un peu inexplicables. Donc ça, c'est très présent. Jusqu'à maintenant, c'est pas trop lourd, donc on tombe pas non plus dans le racisme, là. Mais disons que ça reste quand même que c'est présent. Mais je vous dirais que c'est présent beaucoup dans l'œuvre d'Agatha Christie. Donc je pense qu'à cette époque-là, c'était vraiment, ça reflétait une façon malheureuse de penser de la société. Mais jusqu'à maintenant, ça me donne l'impression que je sais où ça s'en va. Mais on ne sait jamais. Peut-être que je vais être finalement trimballée, puis je vais me ramasser à avoir eu tout faux, à part peut-être la personne qui était tuée. Jusqu'à maintenant, j'aime également beaucoup la plume de Ngaio Marsh. C'est très, je dirais, simple et direct. Donc, ça va. Il y a quand même beaucoup de descriptions pour bien faire plonger le lecteur dans l'ambiance. Les personnages sont bien développés, on comprend c'est quoi le contexte, puis tout ça. Puis ça prend un certain temps avant que le meurtre arrive. Donc, le lecteur a le temps de bien identifier qui est qui avant que ça arrive. Donc, c'est bien gentil, là. Ça laisse le temps au lecteur de s'acclimater, de retenir tous les noms et tous les lieux pour ensuite passer à la partie enquête. Donc, voilà où j'en suis. Ça, c'est ma lecture audio en cours que je vais sans doute être capable de terminer avant la fin de semaine ou d'ici dimanche. Sinon, je vais le finir au moins en papier, ça, c'est certain. Et puis, bien, je vous reviendrai sans nul doute avec d'autres lectures d'ici la fin du vlog. Là, j'ai peut-être quelques mangas là, que je dois lire absolument. Ma fameuse suite là, de L'Enfant et le Maudit en manga, la série que je suis, que je vais devoir apporter bientôt. Genre, je ne sais pas si je vais lire ça ou me lancer dans autre chose, mais ça se peut que je me fasse quelques graphiques, parce que j'en ai comme un petit peu... j'en ai une bonne pile en haut, on dirait, dans ma chambre, puis on dirait que je ne sais pas pourquoi je tergiverse habituellement, je suis une machine à dévorer des graphiques. Puis depuis cet été, j'en lis moins que j'en lisais. Donc je vais essayer de voir s'il y en a qui me font vraiment envie. Puis ceux qui me font pas envie, comme ça appartient à la Bibli, bien, je les rapporterai, puis c'est tout. Alors sur ça, bien, je vous dis à tout de suite pour la suite du vlog. Et puis bien voilà, on se reparle! Ça manque tout ça, j'ai l'impression que la vie d'études c'est nul. Je suis d'accord. Bonjour, je vous fais un petit coucou rapide en ce samedi fin de journée ensoleillée. Désolée si j'ai l'air un petit peu au ralenti, c'est que je suis un petit peu fatiguée, on dirait que je me remets de ma semaine. J'ai passé la journée un peu dans la guimauve endormie.
Mais j'ai quand même réussi à terminer mon livre audio, donc c'est pour ça que je vous reviens. Comme je vous disais, j'écoutais en livre audio Manly Dead de Nio Marsh, donc qui est en version originale, et que la version française était ici Le jeu de l'assassin, donc en version française. Mais moi, j'ai écouté, bien évidemment, vous commencez à me connaître, en version originale. Alors, le verdict, est-ce que j'ai bien aimé ça ou pas? Est-ce que le fait qu'on dit que Nio Marsh était la rivale d'Agatha Christie, est-ce que j'y crois? Est-ce que c'est crédible et tout ça? Alors, oui, j'ai bien aimé ça. C'était intéressant. Puis je comprends pourquoi Nio Marsh, à l'époque, a pu être une rivale d'Agatha Christie. Ce sont quand même des enquêtes qui ont beaucoup de points communs. Donc, on va fonctionner avec des personnages très typés. Un enquêteur que je crois qu'on va suivre, je crois, à travers plusieurs enquêtes et des alliés, disons, de l'enquêteur. Donc, ce qui semble dans ce cas-ci, je vous avais parlé que le début du roman est narré un peu du point de vue de Nigel, qui est un des invités, un journaliste, qui est quand même un outsider, parce qu'il n'est pas là habituellement dans ce genre de rencontre-là, là, dans la demeure du riche collectionneur d'armes. Mais c'est vraiment ce principe-là. Donc, un enquêteur de Scotland Yard, un peu excentrique. Et donc, voyez-vous un petit peu là, le point commun avec Agatha Christie. On n'est pas dans le niveau de Poirot en termes d'excentricité, mais puis on est un peu plus dans le formel parce que c'est un inspecteur de Scotland Yard, mais ça semble être un inspecteur de Scotland Yard à qui on laisse beaucoup de latitude pour procéder à sa manière. Et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs le caractère de cet inspecteur-là. Il se croit un peu, en même temps, il a l'air bien humain, bien sympathique, beaucoup d'humour. Et il travaille beaucoup, pas en secret, mais dans le fond, à chaque étape de l'enquête, il pose des questions, il lâche pas le morceau. Puis, il laisse jamais aucun terrain inexploré. Et il est caractérisé par le fait d'avoir des connexions dans pas mal toutes les sphères de la société, ce qui lui aide un petit peu finalement dans l'enquête lorsqu'il veut essayer de résoudre certaines situations. Dans cette enquête-là, on va suivre bien sûr l'intrigue principale qui est l'espèce de huis clos, là, donc le vrai meurtre qui a eu lieu alors que c'était durant un jeu de meurtre et mystère, en fait, qui se passait chez le collectionneur d'armes. Et donc, ça, c'est l'enquête principale. Mais il va se mêler à ça aussi une enquête un peu de société secrète, où à ce moment-là, on va beaucoup jouer, comme je vous avais dit, j'avais un petit peu décrié ça, mais bon, ça me va, ça a été créé en 1934. Je comprends que à l'époque, la société était vraiment ailleurs en termes d'ouverture sur le monde. Donc, on va jouer un petit peu plus dans cette sphère-là, la partie qui est plus société secrète, sur les préjugés d'archétypes de personnages d'origine étrangère. Donc, c'est un petit peu moins rafraîchissant de ce côté-là. Mais bon, pour moi, ça fait partie du contexte, donc je considère que ça peut quand même aller. Là, je ne le vois pas avec des yeux de 2022. Et puis, sinon, c'est ça. Donc, l'enquête principale et l'espèce d'enquête secondaire en parallèle qui se joue. Encore une fois, comme je vous disais, ben, en fait, l'enquêteur va avoir des alliés. Et un peu comme dans Agatha Christie, on connaît bien Hercule Poirot, mais qui serait-il sans son Hastings et sa Miss Lemon? Donc là, dans ce cas-ci, dans celui-ci, en tout cas, c'était bien Nigel, le journaliste. Je ne sais pas si ça va se poursuivre dans les prochaines enquêtes, si l'enquêteur Roderick Allen va toujours avoir ce comparse-là. Je verrai bien. Ça me donne vraiment envie, en fait, de lire d'autres enquêtes par la suite. J'ai vraiment été agréablement surprise par la plume de Nio Marsh. J'ai trouvé le début un peu lent, la mise en place de la situation. Puis comme je vous dis, comme au départ, c'était un autre point de vue, puis le point de vue de Nigel, puis ensuite on passe au point de vue de l'enquêteur. On dirait que je ne savais pas trop où ça allait se mener, mais ça s'est lu rondement. Et puis, bon, comme je vous dis, je ne sais pas si en version française, c'est aussi agréable, mais comme c'est une écriture qui n'a pas un style de fou non plus, là, c'est assez utilitaire. J'ai l'impression que ça devrait quand même, il ne devrait pas avoir trop là, de risque de dérapage, de traduction un peu trop franchouillarde. Donc, voilà pour ma lecture. Donc, bonne lecture. Si ça vous dit, je vous dis Nio Marsh. Si vous êtes fan d'Agatha Christie, vous allez vraiment aimer ça. C'est chouette. C'est intéressant, je trouve, de découvrir. Moi, en tout cas, je la connaissais zéro, cette autrice-là. Puis pourtant, je connaissais quand même bien l'univers de cette époque-là, des auteurs, des autrices ou des gens qui sont impliqués dans le roman policier de cette époque-là. Puis étrangement, j'en avais jamais eu conscience.
Donc, ben, je suis bien heureuse de d'avoir découvert tout ça. Ensuite, ben, écoutez, pour le reste de la fin de semaine, il me reste encore la soirée ce soir, puis demain avant la fin du vlog. Je sais pas, je vais y aller vraiment avec mes énergies. J'ai l'impression que je suis un petit peu, vraiment la fatigue me pèse cette semaine. Donc, je vais peut-être y aller avec les fameux mangas dont je vous avais déjà parlé, les tomes 5 et 6 de la série L'Enfant et le Maudit, que de toute façon, je vais devoir apporter, comme je vous mentionnais. Sinon, je vais voir. Je suis en ce moment en train de grappiller joyeusement Revenge of the Librarians de Tom Gold. Mais comme je vous en parlais dans les vlogs précédents, c'est une bande dessinée, un roman graphique, une espèce de recueil qui collige diverses bandes qui ont été faites par le BDiste. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on lit tout d'un trait. Ben, en fait, on peut, mais c'est pas vraiment ça l'intérêt. Donc, comme c'est mon livre de chevet, je ne vais pas forcer à le... Si je le finis, tant mieux, mais je ne me forcerai pas à lire plus rapidement juste pour l'inclure dans ce vlog-ci. Donc, on verra. Mais sinon, c'est ça. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais y aller vraiment au goût. Vous voyez encore ici, en haut de ma tête, j'ai encore ma pile de romans graphiques. Puis je sais pas pourquoi j'ai comme un blocage en ce moment, on dirait. Pourtant, ça se lit super facilement, les romans graphiques, mais je sais pas. Peut-être que c'est parce que ça fait trop longtemps qu'ils sont là, que j'avais un engouement quand je les ai empruntés, puis finalement, ça me tente moins. Je vais regarder. Puis de toute façon, demain, je crois que... En fait, je vais passer à la bibliothèque aujourd'hui. Puis parce que j'ai reçu, en fait, les tomes... Ben, je vous en avais parlé dans le vlog précédent, la série U4, qui est une série de romans graphiques qui sont adaptés d'une série de romans de Young Adult. Et ça a été fait de façon à ce que ça puisse être lu dans le désordre, sauf pour le 5e tome qui fait comme le lien entre les 4 premiers tomes. Donc, j'avais lu un des tomes, puis j'ai reçu les 3 autres en réservation. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous invite à aller voir le vlog précédent pour avoir un peu plus de détails. J'avais trouvé ça très violent comme mise en image. En même temps, c'est pas un reproche parce qu'en fait, l'histoire se passe quand même dans un contexte post-apocalyptique où on est en mode survie. Donc, ça me surprend pas, sauf que la représentation visuelle de ça, on dirait que j'ai un peu plus de misère. Donc, j'avais comme envie, on dirait, de poursuivre avec la version roman pour les autres tomes pour voir si c'était pas comme ça m'intéresse autant, mais en même temps, ça me permet de me faire ma propre image, qu'est-ce que je vais avoir comme niveau de violence. Donc, je vais voir. Ça se peut que j'avais mes réservations, mais bon, je verrai. Si jamais je fais un truc dans mes livres de biblio, je vais peut-être revenir rapidement, soit ce soir ou demain, pour vous dire lesquels je vais retirer. Moi, absolument, je vous dis pas toujours ce que je rapporte, mais dans le fond, c'est un peu comme si je faisais un ménage de piles à lire que les autres font habituellement, mais je le fais fréquemment parce que j'emprunte toujours avec enthousiasme à la bibliothèque, mais en même temps, je veux pas non plus garder les livres en otage, entre guillemets, longtemps si je vois que je suis plus finalement dans le mood pour le lire. Donc, on verra bien. Puis là, je demeure encore dans mon dilemme. J'ai encore terminé un livre audio. Puis là, je ne saurais encore pas quoi faire. Est-ce que je reste dans la fiction? Je me rends quand même compte que quand j'ai un livre audio en cours qui est en fiction, ça occupe tout mon esprit, c'est-à-dire que je suis toujours à me demander qu'est-ce qui va se passer par la suite, ce qui fait que j'ai plus de difficulté de faire des lectures en parallèle, parce qu'en fait, j'ai comme le goût de me retrouver dans cette intrigue-là du livre audio, ce qui fait que cet été, j'écoutais souvent un livre en parallèle en audio, un peu au long cours, puis j'étais capable de dévorer plusieurs autres livres en parallèle de celui-là, du livre audio au long cours. Là, on dirait que je commence un livre audio. L'avantage, c'est que je peux le faire avancer pendant mes déplacements. Mais dans le fond, on dirait que je lis comme plus. Je suis revenue à mon ancienne façon de faire, c'est-à-dire de lire un livre à la fois. Et puis, comme la semaine, j'ai moins de temps pour le faire, ça fait que je me concentre vraiment sur mon livre audio presque uniquement. Donc, je vais voir, je ne me mettrai pas de pression, là, je verrai ce que je peux faire. J'avais quand même emprunté aussi, on le voit ici, le tome 4 de la série, voyons, et là, je suis bonne en spécialisation, le petit turquoise ici, là. C'était le tome 4 de la série des détectives du Yorkshire avec Samson et Delilah. Puis celui-là, il me tentait bien aussi. Mais je l'ai juste en papier, j'arrive pas à le trouver en audio. Puis on dirait que c'est un que j'aimerais ça peut-être lire en papier, mais pouvoir poursuivre en audio. Donc voilà. Un peu flou tout ça, mais vous voyez où j'en suis. Je suis un peu flagada, je pense, aujourd'hui. Mais de toute façon, vous savez que je vais vous reprendre quelques petites fois avant la fin de ce vlog. Donc, on se dit à tout de suite. Eh bien, bonjour. Nous sommes dimanche matin. Et je m'apprêtais à faire une évaluation
objective des livres que j'ai à lire encore et qui sont empruntés à la bibliothèque parce que je pense que je vais passer à la bibliothèque cet après-midi. J'avais des réservations à aller chercher, mais il y a aussi qu'on dirait que là, ces temps-ci, bien que j'adore l'idée d'aller emprunter à tout vent à la bibliothèque, je me rends compte que je me rajoute quand même une petite pression de pile à lire qui est déjà vaste, comme vous pouvez voir. Donc, je pense que je vais faire un giga ménage, genre un ménage en direct avec vous, là, sans préparation. Un vrai, là, pas scénarisé. Puis, je pense que je vais laisser partir beaucoup, beaucoup de choses parce que même si ce sont, a priori, toutes les choses qui m'intéressent, qui sont dans ma pile à lire de livres empruntés, je me rends compte qu'ils sont là depuis vraiment longtemps. Donc, d'habitude, quand ils sont là depuis longtemps, c'est parce qu'il y a un petit quelque chose qui m'intéresse moins de nouveau. Alors voilà, on va faire ça sous l'œil bienveillant ici de notre petit, je sais pas dire koala. Je suis pas très. Kangourou, c'est quand même un mot encore. Ici, mon petit kangourou bienveillant qu'habituellement vous ne voyez pas trop, mais là j'ai oublié de l'enlever. On va l'assumer comme partenaire de tri. Alors, allons-y tout de suite et rondement. Tout d'abord, dans les graphiques, je vous parlais que j'avais beaucoup de graphiques que je ne savais pas trop quoi faire avec. J'avais en attente depuis un bon moment le fameux tome 4 de Stand Still and Stay Silent, la série que j'avais abordée, qui est une série post-apocalyptique dans un monde où il y a un virus. On dirait qu'il y a comme un thème général dans mes lectures récemment. C'est une série, ça faisait longtemps qu'elle était à 3 tomes et le 4e tome m'intéressait beaucoup. Puis on dirait que j'hésitais un peu à le lire parce que j'avais peur de ne pas me souvenir. C'était un univers qui était quand même assez dense dans les premiers tomes. Mais là, de ce que je vois dans cet tome-là, on dirait que ça s'est un petit peu... Je vais essayer de voir, là, j'ai de la luminosité vraiment pas super aujourd'hui. Ça semble s'être éclairci. J'étais pour en fait l'enlever. Puis là, on dirait que je suis pas sûre. Fait que je vais malheureusement faire quelque chose qu'on n'est pas très... que c'est pas très utile de faire quand on fait un tri. C'est que je vais la mettre dans la liste de tombes, la pile des peut-être. Ça, c'est pas super bon. Ensuite, je suis sûre que là, je vais tout regarder et je vais tout avoir envie de les lire. Je me dis, il faut que réalistement, j'ai envie de les lire, disons, dans les 2 prochaines semaines. Hein? C'est un bon critère. Alors, sinon, il y avait Grimoire Noir, ça fait longtemps que je voulais découvrir. Donc, Grimoire Noir, qui est une histoire de sorcellerie. En fait, ça se passe dans un village, une municipalité américaine, la municipalité de Blackwell, où la magie est tolérée. Mais que dès qu'on sort de là, c'est plus du tout toléré. Je pensais que ce serait une chouette lecture parce que c'est un petit peu le temps, le bon octobre et tout ça. Et puis, ben là, on dirait que j'hésite un peu parce que c'est un peu sombre. On va voir ici. Et là, celui-là, encore une fois, on dirait que j'ai le goût de le mettre dans les peut-être. Et puis, je m'excuse, je me retourne là. Je vais peut-être m'interrompre parce que je crois que j'ai un petit chat qui a envie de sortir de la chambre. Alors, je reviens tout de suite. Bon, eh bien, fausse alerte. Leica a juste voulu avoir un peu d'attention. Alors, je poursuis. Donc, Grimoire Noir est encore dans ma pile des peut-être. Ensuite, j'avais également dans la même thématique emprunté l'adaptation en roman graphique Les Filles de Salem, qui était dans la même un petit peu thématique de sorcellerie. Et là, par contre, plus attachée à la réalité des sorcières de Salem. Donc, c'est pas nécessairement une histoire vraie, mais bon, l'héroïne principale, c'est Abigail, comme dans les sorcières de Salem. Donc, c'était quand même une adaptation. Ça me tentait bien aussi. Ce que je vais peut-être faire, on dirait que Les Filles de Salem, j'ai peut-être un petit peu plus peur de ce que ça donne. Le visuel est un peu plus impressionnant. Puis, je sais que c'est quand même un petit peu plus cruel parce que, bon, évidemment, c'était pas une situation qui était super à l'époque. Donc, je crois que celui-là, je vais peut-être le retourner à la bibliothèque. Yes! Ensuite, j'avais aussi emprunté un Fabien Toulmy que ça faisait longtemps que je voulais découvrir, qui est un espèce de road trip grand-mère-fille pour découvrir le passé, un amour caché de la grand-mère de le personnage principal. Donnez-moi un petit instant. Bon, il n'y en aura pas de facile. Finalement, avec un petit peu de conviction, j'ai réussi à donner envie à Leica de sortir pour aller voir ailleurs si elle y était. Donc, je disais, Suzette est le grand amour, Suzette c'est la grand-maman et c'est une espèce de road trip qu'il va faire avec sa petite fille pour découvrir son passé. Ça me tentait bien. Comme je vous disais, les road trips bigénérationnels, ça m'intéressait vraiment, puis ça a l'air d'être quand même relativement bienveillant. C'est juste qu'on dirait que
J'hésitais parce que c'était quand même une grosse brique. Fait que là, je vais voir. On dirait que là, celui-là, ça va être dans les peut-être. Hey, mon tri à date, ça va pas super bien. Ensuite, j'avais le tome 2 de la série Love, Love, Love que je vous ai fait découvrir, je crois, il y a 2 vlogs qui me tentaient bien, là, qui est une histoire qui se passe dans un futur proche où les humains doivent cohabiter avec les créatures de Android, dans le fond, d'intelligence artificielle. Puis ça se passe pas nécessairement, en fait, les relations entre les deux sont pas censées être permises. Puis là, il y a une relation qui se développe entre une humaine et une intelligence artificielle. Ça m'intéressait bien. Puis là, on dirait que celui-là me tente un peu moins, c'est-à-dire que j'avais lu le tome 1, j'avais bien aimé, j'étais intriguée par la suite. Mais je crois qu'en ce moment, je ne suis pas tout à fait dans le mood pour prendre tout de suite cette suite-là. Donc, voilà, dans la file à retourner. Ensuite, il y avait le tome 1 de la série Jamais, qui était un peu plus écologique. Donc, c'était une personne âgée qui s'appelle Madeleine, qui était aveugle de naissance, qui était une résistante dans une situation où les gens étaient relocalisés de force en raison de l'érosion des berges. Puis, je trouvais la prémisse intéressante, mais le visuel, on dirait qu'il venait moins me chercher. Ce qui fait que je vais m'écouter et je vais le rapporter à la Bibli. Bon, à date, ça va. Ensuite, bon, ben ça, je pense pas que je vais les renvoyer sans les lire, mais bon, si vous me suivez depuis un moment, vous savez, j'avais les tomes 6 et 7 de la série Les enfants et l'enfant et le maudit dans les mangas. Ça, c'est des livres que j'ai demandé entre bibliothèques, donc j'ai quand même fait une démarche pour ça. Ça a généré une mobilisation et des frais pour les bibliothèques concernées, donc je vais peut-être par respect les lire. Fait que ceux-là, je vais les conserver. Parce que bon, je pense que là, c'est pas très long à lire les mangas, là, je vais les faire. J'ai encore un peu de temps devant moi. J'aurai techniquement jusqu'au 1er novembre pour les lire. Donc, ça me donne quand même assez de temps là, pour lire 2 petits mangas. Est-ce que je les lirai aujourd'hui? Je ne sais pas. Peut-être que je vais m'y prendre pour la semaine prochaine. On verra bien. Sinon, il y avait dans les romans le fameux Les écailles de la mer l'été d'Éric Metzger qui m'intrigue, mais on dirait que ça a l'air vraiment... Pardon. C'est vraiment surréaliste un petit peu. On sort des repères du contenu. Puis habituellement, j'apprécie beaucoup ça, mais il faut que je sois dans un état de disponibilité mentale. Puis en ce moment, je suis en adaptation automnale. On dirait que j'ai une réaction par rapport à la baisse de luminosité. Je suis super fatiguée, j'ai la misère à me concentrer. Fait que je suis peut-être pas dans un moment où je peux le mieux recevoir ce genre d'ovni littéraire intéressant-là. Donc je pense que celui-là, je vais le rapporter. De même pour Mélasse de fantaisie. J'en avais parlé sans m'intrigue. Mon Dieu, là. Hein? Je vais essayer de vous mettre avec la lumière. Non, je pense pas qu'on va y arriver. Oui, ok. C'est bon. Donc, Mélasse de fantaisie de Francis Ouellette. Cela, en plus, je l'ai réservé, puis ça fait du temps avant que je l'obtienne. C'était le dernier opus chez Lamèche d'un espèce de récit qui se passe dans le Faubourg Amelas à Montréal dans les années 70. Ça m'intéressait beaucoup, mais je sens que ça va être quand même assez sombre et glauque, comme c'est souvent le cas pour ce genre d'approche-là historique. Et puis, surtout que dans ce coin-là, en Faubourg Amelas, il y avait beaucoup de détresse. Donc, je vais le passer. Je vais passer avec quelqu'un qui pourrait peut-être qui l'a réservé puisque c'est encore une nouveauté. Puis comme ça, peut-être que ça va faire plaisir à quelqu'un d'autre. Puis je me le garde dans mes livres à lire. Je le lirai si je suis un petit peu plus dans une bonne période pour recevoir ça. Ensuite, ça fait longtemps que je garde le fameux Gaël Josse, une femme en contre-jour, qui était une espèce de récit biographique concernant Viviane Meyer, qui est une photographe un peu singulière. Puis ça me tentait bien de le découvrir parce que c'est non seulement une autrice, Gaël Josse, que j'avais envie de découvrir, et en plus, Viviane Meyer, c'est un personnage, pas un personnage, en fait, c'est une vraie personne qui a vécu, que j'avais vraiment envie d'en apprendre plus sur elle parce qu'elle me fascinait. Puis on dirait qu'à chaque fois que je me dis que je vais le commencer, je le fais pas. Puis ça fait longtemps que je lis, mais on dirait que là, je me sens comme si j'étais dans j'avais l'élan pour le lire. Donc, je pense que je vais donner une dernière chance à celui-là. Donc, Gaël Josse, Une femme en contre-jour, le livre sur Viviane Meyer. On le conserve, mais je me dis que comme j'ai ma date butoir de l'enfant et le maudit pour le 1er novembre, je me dis, ces livres-là que je conserve, si je les ai pas lus pour le retour des mangas, je vais les rapporter à la bibliothèque et ça va être réglé.
Ensuite, j'avais emprunté récemment le fameux tome 4. Je vous en ai parlé dans la dernière section du vlog. Le tome 4 de la série Les Détectives du Yorkshire, donc Rendez-vous avec le poison. Celui-là, ben, comme ça fait pas très longtemps que je l'ai emprunté, je sais que je le repousse un peu, mais je me dis que ça se peut que peut-être que je le prenne pour la semaine prochaine. Je vais le garder encore. Donc là, à date, j'ai conservé de façon certaine. Donc, voilà. J'ai conservé donc L'Enfant et le Maudit, Rendez-vous avec le poison et Une femme en contre-jour. Ça, je les conserve. Maintenant, si on analyse ma pile de peut-être, oh là là, j'en avais 3. J'avais le fameux Stand Still and Stay Silent. J'avais le Suzette ou le Grand Amour. Et j'avais Grimoire Noir. Puis là, je suis vraiment déchirée parce que c'est comme des choses que j'ai encore envie de lire. Mais ça fait tellement longtemps qu'ils sont là, on dirait que je me dis, Caroline, qu'est-ce que je peux faire? Fait que je sais pas trop. On dirait Suzette ou le Grand Amour. Bon, je pense que Suzette, je vais le reporter. C'est un Fabien Toulmé. J'adore l'auteur, mais j'ai pas envie de le lire en me forçant parce que je sais que c'est bon habituellement. Puis là, je pense que je veux juste pas que ma perception de ce roman graphique-là soit altérée par le fait qu'en ce moment, on dirait que je me sens comme overwhelmed par mes piles à lire. Donc, décision prise. Grimoire Noir, c'était également une série que je voulais découvrir. Je me dis que je pourrais peut-être le garder, mais ça a l'air vraiment sombre. J'essaie d'emprunter quelques pages pour voir si c'est quelque chose qui m'intéresse. On dirait que je suis pas prête. Bon, Grimoire Noir, on va le rapporter également. Donc, décidément, je suis pas très sorcière en ce mois d'octobre. Sorcière ou sorcellerie. Ça me surprend pas vraiment de moi, là, mais c'est comme ça. Je le rapporterai, je le reprendrai une autre fois. Puis, je crois que Stand Still and Stay Silent, je vais me le garder encore pour essayer parce que c'est vraiment une série que j'avais adorée. On est vraiment plus à ce moment-là, nous autres, la science-fiction, parce qu'on est comme dans la dystopie post-apocalyptique. Ça, c'est vraiment un genre qui me parle bien, donc je crois que je vais essayer ça. Alors, bon, donc ça s'est bien passé. Si on résume, je vais conserver donc, pour le moment en tout cas, ces 4 livres-là. Donc, Stand Still, Stay Silent, Rendez-vous avec le poisson, Une femme en contre-jour, et L'Enfant et le Maudit, tomes 6 et 7. Donc, très bien. Donc, je conserve ça. Ça voudrait dire que je vais retourner à la bibliothèque, une pile considérable, en plus des livres que j'avais déjà terminés cette semaine dans ce vlog-ci. Donc, ils sont... je vais vous les montrer, mais en fait, il y en a un, c'est dans le vlog précédent. J'avais juste oublié complètement de le rapporter à la bibli. Donc, c'était ces 3-là ici que j'ai terminé dans les dernières semaines, puis je n'ai pas encore rapporté. Alors, voilà ce que je vais rapporter à la bibliothèque. Alors, j'ai pris le temps de vous faire ça. Ah non, incluant ceux-ci, j'avais oublié. Donc, quand même, une grosse pile. Attends, on reprend. Comme ça. Donc, ça vaut la peine, je crois, que je vous en parle parce que je sais que surtout sur BookTube, il y a beaucoup de vidéos spécifiques sur le ménage de ma pile à lire, je vais enlever des livres, je refais le ménage dans les bibliothèques. Puis, j'aime beaucoup, moi, l'idée. Je pensais pas que je m'enlignais là-dessus pour mon BookTube, mais finalement, je suis finalement une booktubeuse de filles qui empruntent à la bibliothèque. Puis, c'est différent parce que c'est peu commun dans le sens que souvent, ce qui va être mis de l'avant, ça va être des achats de livres, des réceptions de livres avec des partenariats avec des éditeurs. Je suis pas contre ça, mais je suis déjà passée par là. Dans le passé, j'ai déjà eu un blog de littérature jeunesse. Dans le temps, c'est des blogs, c'est pas des vlogs. Et je suis passée par cette dynamique-là, puis ça mettait vraiment beaucoup de pression. J'avais vraiment l'impression que je devais quelque chose, ce qui n'est pas faux en fait, en partenariat à un éditeur. Puis j'avais comme perdu un peu le goût de lire. Donc, ce qui fait en sorte que j'ai envie de vous parler comme maintenant, c'est que c'est une formule pour moi, BookTube, surtout la formule vlog que je trouve intéressante. Elle est spontanée, je ne suis pas obligée de faire tant de préparation. Puis je trouve que j'arrive plus à vous exprimer des choses pertinentes parce que justement, je ne suis pas self-conscious de qu'est-ce que je devrais dire pour que ça passe bien, puis tout ça. J'y vais vraiment spontanément. Donc, j'espère que ça vous plaît aussi, mais moi, c'est vraiment une avenue qui m'a permis de me dire j'ai goût de faire un peu de création de contenu, j'ai pas non plus le goût de me casser la tête avec ça puisque je suis déjà passée par là pendant presque 10 ans. J'ai goût de garder en tête que j'adore lire, puis c'est ça le point le plus important et la raison pour laquelle je me suis lancée sur BookTube, c'est que j'aime lire puis j'aimerais ça vous le partager. C'est vraiment juste ça l'objectif. Donc, raison de plus pour ne pas me traîner des choses. Donc là, c'est des livres que j'avais empruntés à la bibliothèque. Ne pas me traîner des choses comme des boulets. C'est sûr que j'ai une giga puis la lire là.
Puis éventuellement, d'ailleurs, je le ressens maintenant, je pense que je suis due pour refaire un ménage dedans, je le fais fréquemment. Je vais sans doute le faire. Je crois que je ne suis pas différente. J'ai vu beaucoup de booktubeuses passer récemment avoir envie d'avoir une giga pile à lire à une réduction de pile à lire ou se dire que je vais juste garder une vingtaine de livres en pile à lire pour éviter de me sentir de la pression. Donc, je pense que ça, moi, je ressens un petit peu ça. Donc, je pense qu'il faut être vigilant parce que l'idée, c'est de ne pas perdre le plaisir de lire. Donc, je m'ajuste au fur et à mesure. Donc, je vais sans doute refaire un ménage pour que ce soit plaisant. Puis, l'important pour moi, c'est que j'ai toujours envie de découvrir des nouveaux ouvrages, des nouvelles lectures, des nouveaux auteurs, des nouvelles aventures. Donc, je fais ce qu'il faut pour que ça demeure ainsi. Alors voilà, c'était le petit moment du dimanche philosophie de la booktubeuse et ménage de pile à lire de bibliothèque. Je vous reviens peut-être aujourd'hui, je vais voir, je suis encore un peu dans un mood guimauve molle dans mon cerveau. Donc, je ne sais pas si je vais relire aujourd'hui. Si je lis, je vais peut-être me donner le défi de ça, me lire le Stand Still and Stay Silent, tome 4, ou Les enfants et le maudit, l'enfant et le maudit, tome 6 et 7, je verrai. Comme ça, je vais pouvoir vous en parler un peu. Puis, si je passe à la bibliothèque en après-midi, bien, ça me fera quelque chose en fait, à rapporter en plus de ma gigapile que j'ai retirée. Yeah, victoire! Alors, je vous dis à plus tard, puis on se reprend, c'est sûr, d'ici la fin du vlog. Bye bye! Voici le prochain projet, c'est-à-dire ma bibliothèque d'escalier. Comme vous pouvez voir, elle a une localisation particulière. C'est une bibliothèque que mon amoureux m'a construite dès qu'on est arrivé dans cette maison-ci. Avant, c'était du rangement. Puis, on n'avait pas beaucoup de murs dans cette maison-ci. On a beaucoup de fenêtres, mais pas beaucoup de murs. Alors, étant donné que je suis une grande lectrice, il a décidé de convertir cet espace-là en bibliothèque. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était parfait parce que je pouvais accéder à la bibliothèque en descendant la trappe qui va sur le dessus de l'escalier et en montant dessus pour pouvoir accéder à mes rayonnages. Malheureusement, c'est une très vieille maison et la trappe est un peu en état de décrépitude avancée. Ce qui fait que j'ai dû malheureusement abandonner l'idée d'accéder facilement à ma bibli. Comme vous pouvez voir, j'ai un bon ménage à faire. J'ai du jeunesse pour les 2 premières tablettes en bas, roman graphique, BD, ensuite littérature anglophone et littérature francophone. Puis j'ai également d'autres tablettes de poésie dans une autre section de la maison. Donc j'aurais à m'atteler à ça, mais pour le moment, le problème majeur que j'ai, c'est d'accéder à la bibli. Donc j'ai mis mon amoureux sur le dossier parce que moi, j'avais pas tant d'idées que ça. Et puis, ben, si jamais vous avez d'autres idées, je suis bien ouverte. N'hésitez pas à me les mentionner en commentaire. Mais bref, éventuellement, ça fera peut-être partie d'un des vlogs lecture que je vous propose. À plus tard. Eh bien, bonsoir. En ce dimanche, juste avant de clore le vlog, ben, je viens vous parler en fait de la lecture que j'ai faite aujourd'hui. En audio, j'avais tellement de déplacements à faire encore une fois. Je voulais en aborder une en papier. Je vais parler même de Stand Still, Stay Silent que je voulais lire avant d'aller porter des livres à la bibliothèque. Et puis, ben, finalement, j'ai décidé de choisir un nouveau livre audio. Ça faisait longtemps que j'avais ce livre-là dans ma pile à lire personnelle. Donc, ce n'est pas un livre de bibliothèque. Incroyable! Et puis, c'était celui-ci. Donc, c'est... oups, mon Dieu. Désolée pour la petite tache. C'était comme, bon, on va la camoufler. Je l'ai eu comme ça. Donc, c'était Neverland de Timothée de Fombelle. Et c'est publié cette fois-ci chez l'Iconoclaste. Donc, je sais qu'il est paru en poche également. C'est un petit opuscule de l'auteur de la série très connue Toby Lowness et autres séries vraiment chouettes. Là, je crois, moi, j'avais lu, bon, Toby Lowness, le livre de Perles, il y avait Van Gogh aussi, je crois. Donc, vraiment un auteur qui habituellement joue beaucoup sur la frontière entre l'imaginaire et la réalité. Un petit peu de réalisme magique même, donc ça peut vraiment être intéressant. Celui-ci, c'est vraiment comme plus un opus de la fiction autobiographique, je dirais. Donc, l'auteur nous propose de faire un retour dans son enfance. Puis c'est présenté comme suit. Je vais vous lire la 4e parce que je trouve que ça résume vraiment bien. Puis en fait, c'est un extrait du début de ce petit opus-là. Donc, j'y vais. Je suis partie un matin d'hiver en chasse de l'enfance. J'avais décidé de la capturer entière et vivante.
Regarde, elle est là, tu la vois? Je l'avais toujours sentie battre en moi, elle ne m'avait jamais quittée. Mais c'était le vol d'un papillon obscur à l'intérieur, le frôlement d'ailes invisibles dont je ne retrouverais qu'un peu de poudre sur mes bras au réveil. Neverland est un retour au pays d'enfance, un irrésistible voyage vers ces hauts territoires perdus que nous portons tous en nous. Alors, bien sûr, Neverland, la petite référence à Peter Pan de Barry. Dans le fond, on va y suivre l'auteur qui essaie de retracer son passé et ça va être, plutôt que d'être vraiment une histoire au jeu, on va le rencontrer en tant qu'auteur qui va en quête du passé comme si c'était une personne, comme si c'était un enfant qu'il recherche. Et puis, ça va être structuré de façon très dans le fond, ça me faisait un peu penser à onirique, dans le fond, un peu comme en rêve. Donc, ça veut dire que souvent, ça a l'air un petit peu déconstruit, pas nécessairement super logique, dans le sens où on va, il va passer d'anecdotes qui se passent dans son enfance à des bouts du réel qui lui font penser à des choses de son enfance, à la recherche de moments où il a eu l'impression qu'il est passé de l'enfance à l'âge adulte. D'ailleurs, ce moment-là est très, très, très touchant. Je vous en parlerai pas plus parce que c'est super intéressant à découvrir. Donc, je sais pas trop comment dire ça, c'est comme une espèce de petite courte pointe. C'est pas juste des anecdotes. Des fois, il y a des moments que c'est des réflexions aussi sur l'enfance, qu'est-ce que l'enfance. Puis il y a même des bouts où c'est vraiment de la fiction. Donc, la chute se termine vers vraiment une personnification, dans le fond, de l'enfance. On est dans le méta, là. Donc, vraiment, la mise en abîme à l'extrême. Donc, un auteur qui recherche l'enfance à travers l'enfant qu'il était et puis cet enfant-là est perceptible presque à travers le roman. C'est intéressant parce que aussi, c'est des très, très courts chapitres. Puis à chaque fois, ça va aborder un petit peu un moment différent de l'enfance, mais au fur et à mesure, on sent quand même, c'est pour ça que je le pense plus comme une courte à pointe, dans le fond, là, au fur et à mesure, on sent, dans le fond, où sont les coutures entre cette espèce de tableau-là, puis où il voulait vraiment nous amener. Sa plume est toujours aussi juste, et puis tout en délicatesse, comme on peut s'attendre de Toby Loness, et de Toby Loness. Quel beau lapsus quand même, de Timothée de Fombelle. Et puis, ça vaut vraiment le coup, je trouve. C'est sûr que c'est vraiment un livre qui ne s'adresse pas aux enfants. C'est un livre qui s'adresse aux adultes, mais en même temps, ça s'adresse aux adultes qui ont encore le cœur jeune, je pense. Puis, ça fait vraiment réfléchir sur... ça donne envie, en fait, là, de peut-être partir à la recherche nous-mêmes de cet enfant qui n'est peut-être pas si loin, si loin, si loin en nous. Donc, ça vaut vraiment le coup. C'est une petite plaquette. Ça faisait, honnêtement, je pense que ça fait au moins 3 ans qu'il est dans ma pile à lire. Donc, je suis bien contente, finalement. J'ai pu en déloger, mais c'est surtout que c'était un vrai plaisir à découvrir. Je vous dirais que d'entendre, en plus, dans la version que j'ai entendue, c'est chez... Écoutez lire de c'est Gallimard, je crois, ouais, Gallimard qui fait cette version-là. Puis c'est l'auteur, Timothée de Fombelle, qui lisait sa propre écriture. Donc c'est toujours intéressant, surtout que là, c'était quelque chose de très personnel. Donc je trouve que ça ajoutait vraiment une dimension positive, en fait, à tout ça. C'est sûr que c'est très, comme je vous disais, onirique, éthéré. En livre audio, je pense que si jamais vous l'écoutez en livre audio, ça vaut la peine de le faire. Comme là, moi, je l'ai écouté en voiture. Mais il y avait quand même beaucoup de stimuli pendant que je conduisais, donc j'ai souvent dû revenir à l'arrière parce que on part vraiment un peu dans l'imaginaire, puis on part vraiment avec lui dans cette espèce de voyage-là, tout en douceur. Mais c'est quand même plus difficile de perdre le fil si on est en train de faire quelque chose de concret, parce que justement, ce livre-là a été fait pour nous faire décoller un peu du concret. Donc, si vous lisez, je vous le suggère vraiment potentiellement, dans le fond, en version papier. Je sais qu'il existe aussi en version poche. Et puis sinon, en livre audio, mais prenez le temps, c'est pas très long. C'est un livre audio, je crois, qui fait 2h20, je crois, en durée. Puis moi, je l'ai écouté à vitesse régulière. Donc, ça vaut la peine de prendre le temps de bien l'écouter, je pense, pour en profiter. Donc, ce sera ma dernière lecture de ce vlog-ci. Comme vous avez pu voir, j'ai fait un petit peu moins de multiplication de lecture cette semaine. Par contre, en fait, j'ai quand même eu 2 gros romans. J'ai quasiment juste lu en audio, finalement, cette semaine. Parce que j'étais en déplacement, j'étais dans un moment où on dirait que j'avais de la difficulté à me concentrer sur
des livres papier, mais voyez-vous que le livre audio, en fait, finalement, ça dépend des gens, mais moi, dans mon cas, ça me permet vraiment d'envisager une autre avenue pour la lecture, dépendant de mon niveau de concentration puis de mon état du moment. Alors voilà, donc j'espère que cette petite épopée au cœur de la lecture audio, entre autres, vous a bien plu. Et puis, ben, je vous invite, comme d'habitude, à interagir avec moi en commentaire, que ce soit par rapport aux livres que j'ai présentés, à des livres, comme vous avez vu, j'ai fait un petit ménage dans ma pile à lire, fait que peut-être que j'ai rapporté des livres à la bibliothèque que vous avez déjà lus, puis que vous pourriez peut-être me dire «Oh, va vite leur emprunter», tout ça. Donc, je vais vous accueillir avec plaisir dans les discussions. Puis si ça vous a plu, bien, comme d'habitude, je vous invite à vous manifester ici avec un petit j'aime afin de pouvoir me donner une petite chance avec les algorithmes et à vous abonner à la chaîne pour avoir des nouvelles de chacune des mises en ligne des vlogs. Alors, bien voilà, sur ce, je vous souhaite, comme toujours, de joyeuses et surtout délicieuses lectures. Et puis j'ai très hâte de vous revoir, donc on se dit à la prochaine!